Ok, aujourd'hui on va voir comment commencer une peinture d'imagination et apporter quelques éléments de réponse pour éviter d'être perdu et de tourner en rond. On va voir ensemble comment réaliser une première couche qui va nous donner une base solide pour ensuite complexifier notre peinture. Le principe est super simple, on a 3 tubes de couleurs, on a un bleu outre-mer, on a une terre brûlée et un tube de blanc. Comme chacun sait déjà probablement, le fait de mélanger du terre brûlée avec du bleu outre-mer, ça va nous créer une désaturation totale, c'est-à-dire une couleur qui va être noire. Parce que ce sont toutes les deux des couleurs qui sont des couleurs complémentaires et qui sont en plus très foncées. En utilisant cette technique, on va considérablement simplifier notre travail de couleur et on va pouvoir se concentrer sur le travail des valeurs ainsi que sur le travail des températures. Et c'est ça qui va déterminer l'ambiance quasiment générale de la peinture. Et ça va aussi t'apprendre à réussir à manipuler le bleu et le marron pour éviter avec le temps de devoir utiliser du noir sur ta palette parce que le noir va avoir une tendance à tuer un petit peu la vibration de chacune des couleurs. Dans un premier temps, je vais commencer par le fond. Et comme je sais que le fond va être quelque chose de vraiment très clair, je vais commencer par étaler du blanc sur ma palette. Et petit à petit, je vais rajouter du bleu et du marron à mon blanc puisque c'est les deux seuls choix que j'ai. Et si je trouve le point de balance, je vais avoir du gris clair. Mais si je le tourne légèrement plus vers le bleu, eh bien, je vais avoir un truc bleuté. Et si je le tourne légèrement vers le marron, je vais avoir un truc un petit peu plus chaud. Donc là, puisque c'est un ciel, je vais le tourner plutôt vers le froid. Donc je vais faire un gris bleuté. On est très loin d'un bleu très saturé. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'on va réussir à avoir une peinture qui va être plutôt désaturée, donc qui va être aussi beaucoup plus réaliste. Puisque c'est une première couche et puisqu'il n'y a pas beaucoup de pression à ce moment-là de la peinture, j'essaie vraiment de garder des mouvements très abstraits, sans trop calculer ce que je dois faire en fait, parce que lorsqu'on essaie de tout calculer, on s'éloigne de l'aléa de la nature. Et il faut avoir la main aléatoire, il faut faire la chose imprévue de sorte à imiter la nature. Puisque j'essaie toujours de commencer par ce qui est le plus loin, je commence bien sûr par le ciel et ensuite je vais commencer à appliquer des montagnes. Donc dans ces montagnes-là, je vais de nouveau appliquer une proportion légèrement plus grosse de bleu et de marron par rapport au blanc, comparativement au ciel. Et en fait, je vais réussir à mettre dans les montagnes des variations entre le chaud et le froid, de sorte à créer quelque chose d'un petit peu plus naturel que si c'était simplement du noir et blanc. Ou alors, il y a aussi un grand risque lorsqu'on peint avec beaucoup de couleurs, c'est en général ce qu'on fait lorsqu'on débute la peinture, on a envie d'acheter plein de tubes, etc. Parce que le mélange des couleurs, c'est souvent quelque chose d'un petit peu mystérieux. Eh bien, on se met à étaler des couleurs qui n'ont pas de sens là où elles ne devraient pas être. Et on s'en rend pas compte au début, c'est juste que les couleurs sur la toile, les couleurs sur les pinceaux en fait se mélangent et en fait il y a un petit bordel qui s'organise pas très bien et au final ça finit par créer quelque chose d'incorrect et d'un petit peu illisible. Il en va de même pour les montagnes, je vais vraiment garder un mouvement tout à fait aléatoire en essayant d'imiter un petit peu les mouvements de la roche, mais vraiment je vais calculer le moins possible ce que je fais. Il n'y a pas besoin de dessiner un caillou en fait. Le mouvement et l'abstraction que le mouvement va créer suffit à créer l'illusion de la réalité. Il serait possible de tout détailler et c'est pas interdit de le faire, mais dans un premier temps, puisque là tu travailles d'imagination, tu vas perdre ton temps. Si tu commences à tout détailler, en fait tu vas faire des erreurs sans t'en rendre compte et ensuite quand ta peinture sera complètement recouverte, tu vas pas comprendre ce que tu as fait, tu vas devoir refaire certaines zones que tu auras détaillées. C'est complètement inutile. Il vaut mieux se focaliser d'abord sur ces valeurs et sur ces températures et ensuite plus tard dans des couches suivantes, si tu considères que tu en as besoin, ce qui sera même pas forcément le cas, eh bien tu pourras apporter une quantité de détails plus intéressante à ton travail. Donc je vais toujours garder en tête ce qu'on appelle la perspective atmosphérique ou la perspective aérienne. Je vais en parler très brièvement. La perspective atmosphérique, c'est super important, c'est en fait tout simplement la condensation dans l'air, les particules, les effets de lumière qui vont nous donner l'impression qu'une chose est plus ou moins proche de nous-mêmes. Donc par exemple ce verre qui est juste derrière moi est maintenant très puissant parce qu'il est juste ici. Néanmoins si ce même verre était à 10 km de distance, on le verrait peut-être pas selon la condensation dans l'air, ou on le verrait peut-être gris, ou on le verrait peut-être jaune selon la lumière. Donc la perspective atmosphérique, c'est le changement de perception au travers de la distance dans le paysage. Parce qu'on essaie de faire un paysage sur une surface plate en 2D, mais il ne faut pas oublier qu'en fait on peint quelque chose qui est sur la distance. Et c'est ça tout le challenge d'un paysagiste, c'est d'arriver à créer ce sentiment d'immersion à l'intérieur d'un monde en 3 dimensions. Je ferai une vidéo à 100% sur la perspective atmosphérique parce que c'est vraiment un sujet super important dans le paysagisme. Une fois que j'ai fait mes montagnes, je vais appliquer de façon un petit peu grossière de l'eau et je vais commencer à travailler un petit peu le bloc du premier plan. Et c'est là qu'on va commencer à voir justement la perspective atmosphérique apparaître. C'est parce que j'ai fait des montagnes qui étaient très claires et au début quand il n'y a que ça on se dit purée ça pourrait être trop clair, mais en fait c'est pas trop clair puisque lorsque je vais rajouter le tout premier plan, c'est ce premier plan qui va ressortir parce qu'il est tellement foncé comparé au reste que ça va créer cette espèce de comment on dirait en anglais, de layering, de couches successives en fait d'endroits à regarder.
Donc pour la partie de l'eau, je suis pas un expert sur l'eau et j'ai besoin de m'entraîner, donc je vais probablement faire une vidéo plus tard lorsque j'aurai fini mes propres recherches et mes propres études. Mais en gros, ce que j'aime faire, parce que je trouve que c'est une méthode facile qui donne un résultat satisfaisant, on va dire, c'est de faire un mouvement de va-et-vient, un petit peu comme un avion qui atterrirait sur une piste d'atterrissage et puis qui redécollerait. Et en fait, en faisant comme ça des va-et-vient en vaguelettes, comme ça, des vaguelettes de plus en plus petites et puis de plus en plus grosses, ça permet d'avoir un effet d'eau. Comme si là, par exemple, il y avait la ligne d'horizon et que là, c'est le devant de la peinture. Eh bien, je ferai un mouvement avec mon pinceau ici, plutôt tout petit, tout petit, tout petit, et plus je vais venir comme ça, et plus en fait la vague, elle va venir vers toi, tu vois, elle va venir vers le devant comme ça. Je sais que mon explication elle est un petit peu abstraite, mais comme j'ai dit, je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est une méthode qui marche assez bien. Je vais commencer très timidement à ajouter un petit peu de jaune cadmium dans mes bleus, juste sur le premier plan, histoire de rajouter un petit peu de vert et un petit peu plus de rouge aussi, mais vraiment c'est extrêmement léger et ça va s'appliquer vraiment qu'aux zones de tout premier plan. Ensuite, je vais attendre le dernier moment pour faire le bateau parce que j'ai envie que le bateau soit enrobé dans un monde avant de pouvoir le créer en fait. Et ça, c'est quand même assez important de faire un sujet dans son espace, dans son univers. Pour le bateau, je vais d'abord faire un dessin parce que c'est un objet mécanique un petit peu complexe et du coup, je voulais d'abord être vraiment sûr de ne pas faire d'erreur. Et de façon générale, c'est important de savoir un petit peu dessiner. J'ai reçu il y a quelques temps quelques emails de gens qui veulent faire par exemple des scènes historiques avec des canons, des monstres ou je sais pas, des trucs comme ça super créatifs, mais l'imagination est bonne. Le problème en fait c'est le niveau de dessin qui est pas là et du coup tu peux pas réaliser ce que tu veux réaliser si tu sais pas dessiner. Donc en fait, en amont de la peinture, il y a le travail fondamental, c'est le dessin et ça tu peux pas y échapper. Donc pour en revenir au bateau, là je vais appliquer des contrastes au bateau qui vont être assez puissants de sorte à ce que ce soit la pièce maîtresse de la peinture. Je veux que l'œil tombe sur le bateau lorsqu'on regarde cette peinture. Et le fait d'avoir en fait concentré sur un même endroit les valeurs à la fois les plus foncées et à la fois les plus claires de la peinture, ça va nous donner quelque chose qui va ressortir considérablement. Donc je te donne un exemple extrêmement simple, même sur la vidéo que tu es en train de regarder. Le fond que j'ai derrière moi est très foncé et moi je suis à la fois plus foncé que le fond grâce à mon t-shirt et plus clair que le fond grâce à ma peau. Et le banc est aussi très clair et au final, qu'est-ce que tu vois? Tu vois moi et le banc. Et tout le reste, tu le vois aussi, mais si tu commences à t'éloigner, tu vas voir que ça va très vite disparaître. Donc ça, c'est une façon de rediriger l'attention de la personne qui regarde ta peinture à un endroit vraiment précis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, si l'expérience peut te plaire, essaye de le faire et puis n'hésite pas à partager ce que tu as fait après, mais aussi n'oublie pas de prendre vraiment du plaisir dans ce que tu fais et surtout de prendre du plaisir dans l'apprentissage. Donc bonne journée, salut.